Alors on va vous montrer un petit peu ce qu'on appelle l'environnement 360, mais préalablement on va vous expliquer comment on en est arrivé à tester ce genre de produit. Donc voilà, je me présente, je suis Régis Linus et je suis donc avec Laurent Bourrelier, nouvellement promu chef de projet digital, moi pour les entités régionales et Laurent Bourrelier pour les départements techniques. Là c'est tout nouveau, c'est depuis le mois de septembre. Donc voilà, on a été chargé de rédiger notamment pour Patrick Offroy la feuille de route digitale et se fixer des objectifs. Mais la difficulté, c'est pour passer de l'idée au projet concret, il fallait qu'on, et puis on des entités comprennent, on est plus de 5000 personnes, réparties sur toute la France. Donc la complexité pour faire cette transformation digitale, c'est qu'il fallait trouver un moyen. Donc moi j'ai proposé à Romain Leclerc, et donc avec aussi l'avis de Laurent, de monter ce qu'on appelle une communauté des relais digitaux. C'est-à-dire qu'on a demandé à chaque entité régionale d'investir dans une ou plusieurs personnes pour porter les projets, pour retranscrire aux collègues toute l'information digitale nécessaire à la transformation. Voilà, donc actuellement on est une cinquantaine de relais digitaux. Voilà, répartis sur à peu près chaque entité. Il nous manque encore on a encore quelques trous dans quelques PRI, dans un PRI et dans les agences projet. Voilà, mais c'est en train de se combler. Et puis, donc notre idée, c'est que chaque relais digital se mette en équipe pour porter un des chantiers digitales, pour travailler collectivement, surtout ne plus travailler en silo, mais travailler plutôt en mode transverse. Voilà. Donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est un des chantiers digitales parmi les 16 qu'on souhaite voir concrétiser. C'est l'environnement 360. Donc on était bien conscient quand on est parti sur ce chantier-là que il n'était pas non plus, la technologie était balbutiante. Elle progresse très vite, donc maintenant elle a bien progressé, mais on y voyait des cas d'usage assez faciles. Donc voilà, je vais laisser la main à mon collègue donc Damien Jourdan du PRI de Montpellier, et puis Lanouk Fleury qui est donc un relais digital sur la partie ouvrage d'art, voilà, qui vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire de cette technologie-là. Voilà, donc Damien Jourdan du PRI de Montpellier, chargé d'études télécom. Donc nous avons utilisé sur certains projets en fait une technologie de prise de vue 360 degrés qui nous permettait d'être en immersion sur le site tout en étant à distance autour d'une webconférence ou devant un écran d'ordinateur et pouvoir éclaircir des choses. Donc, on a eu des projets de TFT sur certaines gares où le directeur d'opération était du côté PACA, des études télécom côté Toulouse, énergie côté Montpellier et la direction de chef de projet en pilotage national à Saint-Denis. Donc réunir tout ce monde là sur une gare telle que Béziers, ça fait une grosse monopolisation de ressources pour peu de temps sur le terrain. Donc la technologie 360, initialement, donc, il fallait utiliser une caméra, prendre plusieurs angles de vue, assembler sur un logiciel. Bref, ce n'était pas à la portée de tout le monde. Avec la démocratisation de cette technologie, il y a maintenant des outils grand public qui sont très abordables, inférieurs à 300 €, qui permettent de prendre des vues et de les visualiser donc, en immersion. Nous avons développé un outil en ligne, donc c'est une page intranet, qui permet de visualiser les photos, parce que la problématique qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'est qu'il fallait forcément l'installation d'un logiciel sur chaque ordinateur, donc qui était une procédure assez lourde. Donc je vais vous montrer des cas d'usage. Un cas d'usage pour les caténaires. Donc là, on se trouve à hauteur de la caténaire. Et la caténaire est sous tension, puisque là, l'agent utilise une perche isolée caténaire jusqu'à 25 000 volts, avec la caméra montée au bout. Donc, réduction des risques, travail à la sécurité, et il peut également mutualiser les photos qu'il a prises avec les gens qui font la surveillance des ouvrages d'art. La caméra étant très légère, 120 grammes à peu près, c'est très facile à tenir à l'extrémité d'une perche. Autre cas de figure donc, dans le domaine télécom cette fois. Sur la région de Montpellier, on a un problème avec les champs de tirage qui sont partiellement sous la banquette. Donc la difficulté, les chambres, c'est des plaques béton déjà qui les recouvrent, on ne peut pas toutes les ouvrir.
Dans ce cas de figure, on a simplement soulevé une plaque, passé la main, donc on distingue la main qui tient la caméra, et on voit l'intégralité de la chambre de tirage. On peut s'en servir également pour la surveillance, voir s'il n'y a pas un rongeur qui est en train d'attaquer des fibres optiques, ce genre de choses. Voilà. Donc, la solution apportée par cette plateforme, c'est la visualisation, le partage et la mutualisation des données. Et donc là, c'est juste un prototype qui a 3 semaines d'ancienneté. Donc on est sur un hébergement local à Montpellier, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de temps de transfert. Et nous sommes à la recherche de financement justement pour déployer ceci au national, puisqu'on a ouvert en test la plateforme, vous voyez, les collègues de l'Est et de Paris et de Tours. Donc ça commence à s'implémenter. Avec moins d'une dizaine d'utilisateurs, on est à déjà plus de 600 photos. Donc, alors le G, en fait, c'est des groupements. Pour éviter de saturer la carte avec beaucoup de photos, je vais vous montrer le groupement. Soit on peut visualiser les photos une à une, ou soit leur redonner leur position initiale. Car les photos, voilà, les photos étant prises associées avec un smartphone, elles sont géolocalisées. Donc là, il y a le pâté. Gestion de crise, ça peut avoir un intérêt selon vos noms. Tu t'imagines en salle de crise avec une possibilité de regarder ce qui se passe sur un site. Pour pouvoir comprendre un environnement. Pour le coup, il faut interdire la montée de en salle de crise, parce qu'on passe plus. Parce qu'on va faire le boulot marron à la place, ça se fait bien. Voilà. Bon. Je vais vous montrer un environnement normal, si vous voulez voir, pour situer par rapport à... Alors les photos sont quand même relativement légères, elles font à peu près 5 mégas, donc le passe facilement dans un mail envoyé via un smartphone. Là on voit l'intégralité, donc on voit même l'ombre et le trépied, puisque tout est pris sur la photo. Et également la possibilité de zoomer. Et donc du coup, pour aller un petit peu plus loin, franchement, on a découvert la photo 360, on était très intéressés par le fait de pouvoir capter un environnement. Et bien, on s'est dit, pour la partie étude surtout, essayer de voir après en fait des visites virtuelles pour capitaliser ce qui a été vu sur le terrain et de mettre à disposition un maximum d'agents des informations qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas été sur le terrain. Sachant qu'aujourd'hui, comme on externalise beaucoup nos prestations, même sur d'autres pôles études, ça permet de prendre un pôle étude qui est à l'autre bout de la France et de pouvoir lui transmettre quand même un niveau d'information assez important. Donc là, c'était dans le cadre d'un dossier de régénération de passerelles. Donc on a été réalisé une tournée pour faire les prises de vue. Donc vous voyez ici, donc c'est le plan de localisation de la gare. Donc notre ouvrage est ici. Et on avait besoin pour le dossier d'étude de pouvoir avoir des informations pour les projeteurs sur les zones encadrantes, afin de pouvoir statuer sur les amenées, reflux de matériel, les zones de chantier, etc. Et puis ensuite les déviations piétons. Donc là, on a fait à peu près une vingtaine de photos qu'on a montées dans un logiciel pour créer en fait l'équivalent de ce qu'on voit avec Google, un Street View. Sachant qu'on peut aller un petit peu plus loin parce qu'on peut faire ce qu'on appelle de la réalité augmentée, c'est-à-dire rajouter de l'information dans la photo. Par exemple ici, on a implémenté le plan de ferraillage de la passerelle. C'était surtout dans un but d'essai pour voir un peu ce qu'on pouvait en faire. Et du coup, on peut voir aussi, d'un point de vue ouvrage d'art, de donner des informations complémentaires en utilisant par exemple des spécialistes ouvrage d'art pour aller capturer des photos et puis mettre de l'information supplémentaire après dans la visite virtuelle. Donc là, grosso modo, on est donc avec un matériel qui est assez peu coûteux. Le temps de faire une visite comme ça, c'est 2 heures et le montage, il prend environ une demi-journée. Donc on arrive sur quelque chose d'assez rapide et puis derrière, si on regarde ce qu'on gagne au niveau du déplacement terrain sur les agents, on est tout de suite très rentable et surtout on arrive à donner un niveau d'information assez important à tout un panel d'agents de différentes spécialités. Là, on en avait profité pour y aller entre ouvrage d'art et télécom. Fait qu'on a profité par exemple pour ici, pour illustrer un peu ce qu'avait montré tout à l'heure Damien, relever une chambre télécom pour voir ce qui passait dedans pour que les agents puissent derrière, dans leurs études, avoir déjà quelques informations. Et le logiciel qui est derrière tout ça, c'est quel marché? Alors aujourd'hui, pour cette visite virtuelle-là, on utilise un logiciel qui est open source,
qui a donc été fabriqué par quelqu'un dans son coin qui le laisse à loisir à tous les utilisateurs. Maintenant, effectivement, on est en train d'étudier le fait d'utiliser des solutions plus fortes. Ouais. Vous l'avez pour aller plus loin. paramétré, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire qu'il est paramétrable vraiment voilà, paramétrable. Ça demande quand même beaucoup d'investissement, temps, parce qu'il faut prendre en main toutes les informations. Et c'est vrai que par rapport à une solution logicielle, on va dire habituelle, ça demande un petit peu plus de temps. On arrivera à des rendus peut-être même encore supérieurs en prenant des licences qui derrière augmentent les coûts et posent la question du maintien des compétences des personnes qui montent les lignes. Là, on est sur un cas d'usage qui est intéressant dans un certain nombre de cas. C'est une solution qui répond à un besoin particulier. Après, je crois que ça mérite quand même de souligner l'intérêt d'avoir mis en place le réseau des relais digitaux, à la fois pour que tout le monde travaille ensemble et éviter que chacun fasse la même chose dans son coin. Et je pense que ça permettra aussi d'avoir la cohérence entre la politique socle, enfin de partager la politique socle qui est la politique de l'entreprise sur un certain nombre de sujets et d'associer un maximum et de faire d'acteurs connaître et de les faire connaître, parce qu'un des problèmes de la politique socle, c'est que tout le monde la connaisse et puis l'intègre, et des outils, etc. Et donc le relais digital, il est là aussi pour avoir cette fonction-là. Favoriser les contributions. Que les acteurs locaux soient acteurs. Oui, voilà, c'est-à-dire que là, on associe vraiment les gens local, des gens qui avaient des idées, mais qui n'avaient pas forcément les canaux pour pouvoir les exploiter. Et là, moi, je vois, ça m'a donné vraiment beaucoup de liens. Comment on regarde le réseau? Est-ce que c'est plutôt numérique, quelle technique? Bien sûr. Tu peux avoir un appel, tu as une appli, qu'on appelle une autre avec une. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement on rationalise et qu'on ne fasse pas des choses qui soient. Le média support, en fait, c'est ça, c'est au final, c'est choisir. Parce que là, juste pour information, j'ai oublié de vous donner un détail qui est quand même assez important, c'est que cette visite virtuelle, elle a été montée dans Séisme. Séisme qui est quand même l'outil pour le management de projet. Ça veut dire que tous les acteurs du projet dans Séisme ont accès à cette information-là, puisque finalement, elle est dans l'onglet plan de situation photo du projet. C'est l'outil de gestion des projets global de l'ISP. C'est ça, partage. C'est chaque projet dans Séisme est accessible. C'est-à-dire qu'une visite comme ça qui aurait été faite par exemple sur une phase AVP, elle peut servir pour les phases suivantes pour se donner l'idée. Bon, après, on sait toujours qu'il y a des évolutions sur le terrain, mais là, on arrive quand même à capitaliser de l'information. C'est la qualification que tu as donnée, c'est-à-dire qu'elle est datée, tu sais ce qu'il y a dedans, elle est datée. Voilà, après, on sait si la visite date d'il y a 2 ans, si elle est exploitable pour la phase de projet qu'on veut. Tout à fait. S'il faut refaire une visite, ça permet quand même d'optimiser un certain nombre de sollicitations. Là, c'est pas cher, c'est pas très cher, mais c'est adapté pour un projet. Voilà, c'est pas l'outil qui est capable de répondre à toutes ça les questions répondra de tous les acteurs du réseau, mais c'est derrière, pas cher. Oui, mais enfin, on commence à trouver des cas d'usage dans beaucoup de métiers. On a vu les télécoms, les ouvrages d'art, bien sûr. On a commencé, nous, au niveau environnement, avec les ouvrages en terre. Ça fait 2 ans qu'on le pratique, donc là, on y voit un réel intérêt plutôt que de se redéplacer si on a loupé une photo sur le côté. Puis on a un meilleur rendu. Non, puis même en formation, on est en train d'essayer d'utiliser cette technologie-là pour offrir des supports de formation, on va dire, plus modernes et qui mettent l'utilisateur au cœur de l'infrastructure. Et nos collègues de l'ELP qui font le même travail actuellement, de leur tournée qui sont... Je ne suis pas sûr qu'ils pratiquent beaucoup. Enfin, peut-être Damien t'en rend compte, tu as des gens de l'MT qui ont des caméras 360, je ne suis pas sûr, pas certain. Alors nous, on se la prête, et en fait, les agents, par exemple, de l'ASTI s'en servent régulièrement. Et comme ça nous permet, nous, PRI Télécom, de justement faire l'acquisition des données par le biais de la collecte qui a été faite par un autre service. Et ils ont le même système de partage que Non, on est les seuls à avoir ça. À notre connaissance, on est les seuls à disposer d'un cartographie. Ce que je trouve sympathique et efficace là-dedans, c'est qu'on n'est pas dans un système où il y a des directions qui développent des outils qui sont ensuite déployés avec des plans de déploiement, de la conduite du changement, etc. On a un collectif qui sont des praticiens de terrain et puis qui ont des idées, qui ont des besoins, qui vont développer des trucs pas chers. Alors peut-être qu'il y en a qui ne serviront pas ou seront abandonnés, mais on utilise, on mobilise toutes les équipes et on entraîne en fait
on rend acteurs du digital toutes les entités. Surtout les utilisateurs finaux. Et ça, voilà. Et ça pour moi, c'est la chose principale du relais digital. C'est que c'est des gens qui sont vraiment, qui sont dans la production, qui ont des besoins, qui constatent en plus une problématique depuis de nombreuses années, avec des outils où on a l'impression d'être plutôt au service de l'outil que l'inverse. Et là, on reprend la main et on crée les outils qui sont pour nos métiers d'aujourd'hui, même de demain. Le risque, à mon sens, c'est pas d'en faire trop, c'est d'en faire pas assez. En fait. Donc, alors après, il y a une coordination pour éviter qu'on développe 10 fois la même chose, mais je crois qu'on a besoin d'accélérer, et c'est vraiment l'intérêt de ces relais. Fonctionner en réseau, ça veut dire aussi s'interfacer avec la politique de l'entreprise, les autres métiers, pour aller vers un système qui est cohérent. Parce qu'il ne faut absolument pas que nous on se dise on a un outil, MT en développe un autre à peu près identique mais pas tout à fait, et puis après on ne sait pas travailler de manière cohérente. C'est tout l'enjeu, et c'est pour ça qu'un réseau est important, un réseau qui est aussi interfacé avec les réseaux de MT. C'est vrai, et c'est un peu plus compliqué dans le sens où il faut faire attention à ne pas freiner le terrain sur ce là. Il ne faut pas que le digital ça reste un truc de direction générale, au sens large, la direction générale, parisienne en particulier. Il faut que ça soit aussi. Alors on est c'est pas simple, parce que d'un côté, il faut que ça émerge de partout, d'un côté, il ne faut pas non plus que ça soit la jungle. Donc entre le jardin à la française organisé par Louis XIV et la jungle organisée par la nature, il faut trouver notre juste milieu là-dedans. Je pense que les fonctionnements horizontal avec les réseaux, c'est vraiment quelque chose qui est. Je pense que naturellement, il faut que les initiatives et après il faut qu'on les converge. Mais Gaïa a déjà repéré notre outil, donc bon, je pense qu'on va matcher un jour ou l'autre. Mais voilà, je pense que justement les ambassadeurs digitaux, je sais pas quel relais digitaux, doivent justement être aussi ceux qui à la fois font émerger, mais à la fois sont ceux qui peuvent faire converger parce qu'ils connaissent la stratégie d'entreprise. Oui. En plus, on a la chance d'avoir pour logistique donc les équipes de Jean-Jacques Thomas, Innovation et Réseau. Donc voilà, le socle, on sait ce que c'est. Je veux dire, voilà, on n'est pas des hackers, on est. Alors ça, c'est pas du tout ce qu'on a dit. Le problème, c'est que vous avez une petite part de hackers. Un peu, mais voilà, on est bien. Il faut voilà, forcément le pirate. C'est ça. Voilà. Je pense qu'on a à peu près au bout du temps qui nous était imparti. Je ne sais pas si Claude ou Patrick, tu souhaites dire quelques mots. En conclusion, je pense que, comme je le disais en introduction, l'innovation c'est évidemment absolument essentiel pour nous. Et je le redis une fois encore, ça veut dire que ça change nos modes de faire. Ce n'est pas de la techno qui vient se pluguer sur nos modes historiques. Si c'est ça, ça sera sympathique, mais on ne fera pas grand-chose. Donc ça doit nous faire réfléchir sur comment on fait notre métier demain. On parlait l'autre jour du coupon connecté, qui pose aujourd'hui la problématique intéressante de maintenant, comment fait-on par rapport aux déformations des rails d'été? Et on ne va pas le faire de la même façon qu'on le faisait jusqu'à maintenant. Sauf la technologie, on l'a bien testé, et aujourd'hui on se pose la question de comment on va faire. Donc c'est intéressant. L'histoire de ce coupon connecté est intéressant parce qu'on doit en tirer les leçons pour tout ce que vous êtes en train de développer sur comment justement on change nos métiers sur le futur, sachant que la technologie, ça pose cette question-là fondamentale, qui est la vraie question. Dans nos relations entre les différents départements, dans nos relations entre collègues, comment fait-on le métier de demain? Mais toutes les technologies aident, et donc on doit poser cette question, comment va-t-on changer? On est là pour changer, et je sais que c'est compliqué de changer dans une société qui est fondamentalement née en 1850. Voilà, en réalité. C'est vrai que pour être très clair, quand on va se balader dans la Silicon Valley, ça nous arrive à certains d'entre vous peut-être, etc. Il ne faut pas aller voir Google, il ne faut pas aller voir Amazon, tout ça n'a aucun intérêt en réalité, parce que toutes ces sociétés-là, elles ont pris une feuille vierge, elles ont regardé les usages. Et nous, c'est pas ça. Nous, on est une société historique industrielle sur laquelle on s'interroge comment toutes ces nouvelles technos, on vient d'avoir un certain exemple, nous posent notre question sur quel est notre métier de demain en réalité. Il ne sera pas le même que celui d'hier. Peut-être devant nos collègues, on peut avoir un petit échange. Moi, je peux témoigner, je crois que c'était vu, il y a 2 ans, j'ai posé la question,
que j'ai vérifié la rupture qui nous a sauvés, qu'est-ce qui va nous sauver en termes de modèle économique, en fait, en performance. C'est un peu emmerdé tous, parce qu'on n'y arrive pas. Comment s'entrevoir des choses? Alors bien évidemment, ce n'est pas la grosse révolution technologique intrinsèque et pure du système ferroviaire. C'est plus difficile, tu l'as dit tout à l'heure, c'est croisé et autres. On peut avoir un peu plus confiance sur le fait qu'on commence à être à niveau. Quand on commence à être à niveau, on n'a pas à rougir de niveau. Et ce qui nous a été montré, moi, m'a impressionné, non pas tant par la technique que vous évoquez, mais à chaque fois que vous évoquez des cas d'usage, à quoi ça sert, vous parlez de vos collègues. La vraie question que pose le président, c'est comment tout ça fait système. Et là, c'est encore devant nous. C'est encore devant nous. On commence à avoir des prémices, mais ça ne fait pas encore système pour améliorer fondamentalement les pratiques d'IEP. Et à vrai dire, si je fais de la provocation, ça ne m'intéresse pas d'améliorer les pratiques d'IEP. Ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer les pratiques de réseau. Une innovation a toujours plusieurs frères. C'est comme un bébé. Un bébé a toujours un beau bébé a toujours plusieurs frères. Parfois, il y a des mères. Et l'innovation IEP, c'est à la fois des innovateurs, ils sont nombreux, et d'ailleurs tout le monde l'a. Ce que je demande, c'est que les tauliers, ceux à qui on s'adresse, quand c'est le bordel, et qui assurent le fait que les systèmes marchent quand même, l'apportent aussi, et c'est parce que c'est eux qui vont faire système. Et là, c'est un gros enjeu pour nous, et le faire pour l'ensemble de ce réseau, parce que vous êtes à la croisée des chemins. Une responsabilité en même temps, mais c'est un truc vachement. Donc c'est un peu tout ça, quoi, et je trouve qu'en 2 ans, il y a eu une évolution formidable, mais vous avez confiance. C'est bon, hein, faire système, c'est notre invité maintenant, c'est ce que tu as décidé au séminaire industriel maintenant, quelques mois, c'est la feuille de route à laquelle il faut qu'on s'attache. Et faire système, ça ne consiste pas à brider l'innovation qu'on fasse, mais à les organiser pour faire un écosystème, parce qu'il n'y aura pas un gros système central qui. Ça viendra beaucoup plus terrain. La différence du TGV, le TGV, on imaginait le système et puis après on ramifiait. Là, on a des briques, on a une combinatoire qui se développe de manière exponentielle au fur et à mesure que les nouvelles briques apparaissent. Et on a une accélération de la transformation qui est de plus en plus importante. On a décidé d'apprendre de chacun des cas d'usage. Ouais. Et puis il faut que notre réseau classique devienne plus moderne que notre réseau TGV. Parce qu'on a quand même un réseau à développer. Quand on voit l'IRIS 320, et je dis à Mathieu, moi je veux l'IRIS 320 sur le réseau classique, on l'a pas. L'IRIS 320 est bien celui-ci. Pardon, non mais. Oui, l'IRIS 320 sur le réseau classique. Alors il ne pourra pas rouler à 320 km, ça on le sait bien. Et enfin, dernière chose que je voudrais dire, qui est importante, c'est que le réseau ferré national, qui est une facilité essentielle, c'est plus des rails, c'est plus seulement les rails, c'est tout le système informatique, télécom informatique qu'on a. C'est aussi essentiel que le rail. C'est notre nouveau réseau. C'est pour ça que dans les discussions, quand j'ai quelques discussions sur lesquelles certains me disent on pourrait passer toutes les télécoms dans une entité là-haut, là, très haut, je dis sur ça, il n'en est pas question. Pas question, parce que le réseau télécom essentiel pour faire tout ce qu'on a envie de faire, faire notre réseau du futur, il est facilité essentielle de mon point de vue. Voilà, merci beaucoup à tous, et continuez.